vrai casse-tête du droit des sociétés OHDA, le traitement de l'autocontrôle lors d'une fusion. Ça peut paraître technique, et ça l'est un peu, mais c'est absolument essentiel pour comprendre les coulisses de certaines opérations de fusion-acquisition. Voilà la question qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et c'est vrai que, dit comme ça sonne un peu paradoxal. Comment peut-on absorber une société dont on est déjà en partie propriétaire sans se heurter à un véritable mur juridique? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Alors c'est parti, on va décortiquer ce paradoxe. Pour bien le comprendre, il faut d'abord poser le décor avec un scénario de fusion tout à fait classique. Le point de départ est simple. On a une société A, l'absorbante, qui va avaler une société B, l'absorbée. Jusqu'ici, rien de bien sorcier, c'est le B.A.-BA d'une fusion. Le patrimoine de B est transféré à A et en échange, les actionnaires de B reçoivent des actions nouvelles de la société A. Et celle-là, attention, que le grain de sable vient gripper la machine. Parce que dans notre histoire, la société A n'est pas une simple inconnue, elle possède déjà un paquet d'actions de la société B. Et cette petite participation préexistante, eh bien, elle change absolument tout. Cette complication, ce n'est pas juste un détail technique. En fait, elle nous amène tout droit vers une situation que la loi interdit formellement. Voyons voir pourquoi. La logique est implacable. Si A est actionnaire de B, au moment de l'échange des titres, A devrait recevoir des actions de A, d'elle-même. En quelque sorte, la société se rémunérerait avec ses propres titres. Et ça porte un nom bien précis en droit des sociétés. C'est l'autocontrôle. C'est cette situation un peu étrange où une entreprise se retrouve à être propriétaire de ses propres actions. Et sur ce point, le législateur OHDA a un avis très tranché. Cet avis, il est écrit noir sur blanc dans l'article 639 de l'acte uniforme. L'interdiction est claire, nette et précise. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, à ce stade, on est dans une impasse, non? La fusion semble tout simplement impossible à réaliser. Alors, comment on fait? La pratique des affaires a besoin de ces fusions, mais le droit semble dire non. C'est là que, heureusement, le système comptable OHDA, le fameux Cisco-HDA, entre en jeu. Sans jamais contredire la loi, il va proposer deux chemins, deux solutions pour contourner l'obstacle. La première piste, c'est la plus intuitive. On l'appelle la fusion-renonciation. Et comme son nom l'indique, tout est une question de renoncement. Comment ça marche? C'est assez simple, en 3 temps. D'abord, la société A dit « Ok, les actions qui devaient me revenir, je n'en veux pas, je renonce ». Ensuite, les actions de B qu'elle détenait, pouf, elles sont annulées, elles disparaissent de la circulation. Et donc, troisième étape, il ne reste plus que les autres actionnaires de B, les actionnaires extérieurs, qui, eux, reçoivent bien les nouvelles actions de A. Bien sûr, d'un point de vue comptable, cette annulation n'est pas neutre. Elle fait apparaître un écart. C'est la différence entre la valeur des titres au moment de la fusion et le prix que A avait payé pour les acheter à l'origine. Si cet écart est positif, c'est un gain. On appelle ça le boni de fusion. Si c'est négatif, c'est une perte, le malus de fusion. Et attention, ce boni de fusion, ce gain un peu spécial, n'est pas un bénéfice classique. Le Cisco-HDA est très clair. Il doit être enregistré directement dans les capitaux propres, dans un compte qui s'appelle prime de fusion. En gros, ça vient augmenter la valeur de la société A. Ok, ça c'était la première méthode. Maintenant, on passe à la deuxième et là on change complètement de philosophie. On parle de la méthode de la fusion allotissement. Ici, l'approche est moins directe, un peu plus conceptuelle. Pour bien saisir l'idée, il faut imaginer l'opération en 2 temps. C'est comme si on faisait d'abord une sorte de liquidation partielle de la société B. A récupère sa part du gâteau directement en nature. Et c'est seulement après, pour tout ce qui reste du patrimoine de B, qu'on lance une fusion classique. En pratique, ça veut dire qu'on crée un lot d'actifs de B et on l'attribue directement à A. La valeur de ce lot correspond pile poil à la participation que A détenait. Le point crucial, c'est qu'il n'y a aucun échange d'actions pour ce lot. C'est un transfert direct. La fusion, avec l'émission de nouvelles actions, ne concerne que la part du patrimoine de B qui appartenait aux autres actionnaires. Le résultat financier de cette méthode est un peu différent. L'absorbante A peut réaliser ce qu'on appelle une plus-value. Elle vient de la différence entre la valeur réelle des actifs qu'elle reçoit dans son lot et la valeur à laquelle les titres de B étaient inscrits dans sa propre comptabilité. Et là, il y a une subtilité comptable assez fascinante. Même si, dans l'esprit, c'est une plus-value qui ressemble à un gain de liquidation, le Cisco-HDA nous dit de la traiter de la même manière que le boni de la première méthode. Hop, elle est aussi enregistrée dans le compte 1053 prime de fusion. Donc les deux chemins, bien que très différents, mènent au même traitement comptable final. Bon, on a vu ces deux mécanismes, la renonciation, l'allotissement. C'est un peu technique. Mais si on prend un peu d'auteur, la question c'est pourquoi toute cette gymnastique? Quel est le but final de la manœuvre? Ce tableau résume parfaitement les deux options.
D'un côté, la renonciation. On annule les titres, c'est direct. De l'autre, l'allotissement. On fait une liquidation partielle avant de fusionner, c'est plus indirect. Les mécanismes sont différents, le nom du résultat financier aussi, boni contre plus-value, mais, et c'est vraiment ça le point clé, la comptabilisation finale dans les capitaux propres est identique. Le but ultime de ces deux montages, c'est donc de réussir un tour de force. Permettre à la société A d'intégrer la totalité du patrimoine de B, tout en respectant scrupuleusement l'interdiction de l'autocontrôle. Il s'agit en fait de concilier la réalité économique qui pousse à la fusion et l'exigence légale qui l'interdit en l'état. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Si le résultat comptable est le même à la fin, les deux approches ne sont pas pour autant identiques dans leur impact. Alors, au-delà de la technique, laquelle des deux, la renonciation ou l'allotissement, protège le mieux les intérêts et la valeur pour les actionnaires qui sont déjà là? La réponse, bien sûr, n'est pas si simple et mérite réflexion.